Bonjour, toujours dans l'analyse lexicale, on va voir maintenant les automates à état fini. Nous allons commencer par une définition. Après ça, nous allons parler des utilisations des automates, les différents champs où est-ce qu'on utilise les automates. On va détailler les types d'automates, la représentation d'un DFA, reconnaissance d'un mot par un automate. On va voir les automates finis versus expression régulière. On va voir comment transformer un NFA à un DFA. Et on va terminer par la minimisation d'un DFA. On commence par la définition. Un automate, appelé aussi diagramme d'état et de transition, est un graphe orienté dont les sommets sont étiquetés et représentent des états, et les arcs sont aussi étiquetés et représentent des transitions. Caractéristiques d'un automate. Donc, l'état pointé par une flèche s'appelle état initial. Dans cet exemple, l'état 0 est donc l'état initial, celui qui est pointé par la flèche. Un automate ne doit posséder qu'un seul état initial. La lecture de l'automate commence à partir de cet état. Donc, si on veut lire, on va commencer à partir d'ici. Donc, B, A, B, etc. L'état représenté par deux cercles s'appelle état final. Dans l'exemple, l'état 2 et l'état 8, représentés par deux cercles, sont des états finaux. Un automate doit posséder au moins un état final. Une lecture est erronée si elle ne se termine pas dans un état final. B, toute seule, est erronée parce que ça commence à l'état 0, ça se termine à l'état 1, donc elle ne se termine pas dans un état final, c'est une lecture erronée. Chaque transition relie deux états. Ici, dans l'exemple, nous avons 6 transitions. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Un automate doit posséder au moins une transition. Les deux états reliés par une transition ne sont pas nécessairement différents. Par exemple, ici, la transition A ici, ça relie l'état 7 à lui-même. Et ici aussi, la transition B relie l'état 8 à lui-même. Pour représenter un automate, il faut définir un alphabet, l'alphabet utilisé dans les transitions, ici B et A, l'ensemble des états, comme ici nous avons l'état 0, 1, 2, 7 et 8. L'état initial, pour nous c'est 0. Les états finaux, on avait dit que on doit avoir au moins un état final, donc c'est un ensemble non vide. Ici, nos états finaux sont le 2 et le 8. Les transitions, c'est un ensemble non vide, au moins une transition, donc le A, le B, ici nous avons 6 transitions. Pour les notations, pour ne pas surcharger inutilement un diagramme, on peut utiliser certaines abréviations. Au lieu d'utiliser plusieurs arcs entre deux états, comme ici entre le 1 et le 2, nous avons le A et le B. Attention à l'orientation. De 1 à 2, nous avons le A ou le B. Pour simplifier, on peut simplement écrire une seule transition entre 1 et 2 et on écrit A et en bas B. Attention, pas AB, mais A et en bas B. Sinon, on écrit un A ou B. C'est la notation qu'on utilise le plus souvent.
Aussi, pour ne pas surcharger inutilement un diagramme, si nous avons une transition A entre 1 et 2, une transition B entre 2 et 3 et une transition C entre 3 et 4, donc pour faciliter, on peut écrire juste du 1 au 4 avec l'étiquette A, B, C. Donc la transition A, puis la transition B, puis la transition C. Donc on écrit A, B, C du 1 au 4. Attention, cette simplification n'est possible que lorsqu'on ne peut reconnaître qu'un seul mot entre ces états. Ça veut dire que de 1 à 4, il doit y avoir une seule lecture non erronée. Si nous avions par exemple du 3 ou du 2 ou du 1, une lecture qui se termine par un état final, alors cette écriture n'est plus possible parce qu'elle nous enlève une possibilité de lecture. On passe maintenant à l'utilisation des automates. Les champs d'application de la notion d'automate sont immenses. On les utilise dans les mathématiques discrètes, dans l'informatique théorique, que ce soit dans la théorie de la compilation ou l'informatique parallèle. On l'utilise aussi dans les systèmes complexes, etc. Mais les automates sont très connus pour la décidabilité, ça veut dire comprendre ce qu'un ordinateur peut résoudre, et la complexité algorithmique, comprendre l'efficacité de résolution d'un programme par une machine. Les expressions régulières sont un outil qui permet de décrire les lexèmes d'un langage. Par contre, ils souffrent de quelques limites. Il est difficile de générer des programmes à partir des expressions régulières. Elles ne sont pas adaptées à l'analyse syntaxique. Alors, on fait appel aux automates. Donc, les automates sont un outil puissant qui peut être utilisé dans l'analyse lexicale, reconnaître les mots d'un langage, et même dans l'analyse syntaxique, reconnaître les phrases d'un langage. Les automates sont un outil de modélisation et de représentation des expressions régulières. Chaque expression régulière peut être représentée par un automate. Un automate indique si un mot M appartient ou pas à un langage L. Donc, un automate indique si on accepte ou on rejette le mot M. Un automate accepte une séquence de symboles si et seulement si la séquence, lue de gauche à droite, correspond à une suite d'arcs allant de l'état initial à un état final. Si on prend l'exemple suivant, à partir de l'état initial, on va lire le B et après ça, on peut lire A. On a commencé dans un état initial, on a fini dans un état final, donc BA est accepté. Maintenant AB. Je commence à l'état initial, A, B, j'ai fini dans un état final, donc j'accepte AB. Maintenant plusieurs A suivis de plusieurs B, donc au moins le premier A pour arriver à l'état 7, et là je peux répéter autant de A. Après ça, au moins un B, donc nous avons un B pour arriver à l'état 8, et je répète le B autant de fois, donc je vais accepter le A, B, 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 B. Si on prend le B par exemple tout seul, je commence à 0, je termine à 1, B n'est pas un mot de langage, c'est pas une séquence qui est acceptée par cet automate, parce qu'on ne finit pas dans un état final. Maintenant BAA, donc B, A, je suis dans un état final, mais j'ai besoin de lire un autre A, et là je peux pas le lire, donc BAA n'est pas un mot du langage. Plusieurs A, plusieurs B, mais après un A, donc un A et plusieurs A, un B et plusieurs B, mais après je dois avoir un A, je peux plus avoir un A, donc ce mot est rejeté. Un automate représente un langage. Par exemple, l'automate suivant représente le langage décrit par l'expression régulière BA ou
A, A étoile, B, B étoile. Et on sait que A étoile, ça veut dire avoir au moins un A, c'est A+. Et B étoile, donc c'est B+. Donc, l'expression régulière qui décrit le langage, c'est BA ou A+, B+. Maintenant, on définit un langage régulier à partir des automates. Un langage est régulier si et seulement si un algorithme peut le lire de gauche à droite en ne mémorisant qu'une information de taille finie. Et on souligne taille finie. Le lemme de pompage, il dit, dans un langage régulier, une chaîne plus longue que le nombre d'états de l'automate contient nécessairement une boucle qu'on peut répéter. Si nous avons ici 3 états et on trouve une chaîne de 4, 5, 6 ou plus que ça, donc nécessairement, il y a une boucle. Donc pour qu'on ait 1, et là 2, 3, 4, 5, et là le 6. Donc on a nécessairement une boucle. Un exemple d'un langage non régulier, c'est le langage ANBN. Ça veut dire répéter A plusieurs fois et répéter B le même nombre de fois que A. On peut voir que ce langage n'est pas régulier parce qu'il faut retenir le nombre de A, qui est un nombre infini. Et il faut retenir le A pour répéter le B le même nombre de fois que le A. Donc s'il était régulier, on aurait un automate. Soit K un nombre d'états, alors AK, BK doit passer par une boucle, donc le lemme de pompage. Et cette boucle-là, si elle ne contient que des A, on va accepter donc des chaînes avec plus de A que de B. Si la boucle ne contient que des B, on accepte des chaînes avec plus de B que de A. Et si la boucle contient AB, alors on accepte des chaînes où le A va venir après le B. Si on prend AB et après ça AB, donc nous avons AB, AB, donc il y a un A qui vient après le B. On passe aux différents types d'automates. Il existe 4 types d'automates. L'automate non ambigu, automate complètement défini, automate fini déterministe et automate non déterministe, NFA. Un automate ou diagramme de transition avec un alphabet sigma est dit non ambigu si pour chaque état E et chaque symbole S qui appartient à sigma, il existe au plus une transition quittant E et étiquetée S. Ça veut dire que à partir d'un état, je dois trouver une seule transition qui quitte l'état avec le même symbole. Par exemple, ici du 1, j'ai une transition avec le A et j'ai une transition avec le B, donc il n'y a pas de problème. Pour le 2, j'ai pas de transition, donc il n'y a pas de problème. Mais pour le 3, j'ai une transition ici qui sort vers le 2 avec le symbole A et j'ai une autre transition qui s'en va vers 3 et avec le même symbole A. Donc, 2 fois le même symbole. Donc, cet automate, il est ambigu. Un automate ou diagramme de transition avec un alphabet sigma est dit complètement défini si, pour chaque symbole S qui appartient à l'alphabet et chaque état E, il y a au moins une transition étiquetée S qui quitte E. Ça veut dire pour chaque état, je dois trouver une transition par symbole. Ici le 1 par exemple, j'ai une transition avec le symbole A et j'ai une transition avec le symbole B, donc ça cause pas de problème en ce qui concerne si l'automate est complètement défini ou pas. Si je viens dans le 2, là il y a un problème parce que j'ai pas de transition A, j'ai pas de transition B. Pour le 3, ça cause pas de problème parce que j'ai une transition avec le A et une transition avec le B. Donc, il n'est pas complètement défini à cause de l'état 2. On n'a pas
les transitions pour les différents symboles de l'alphabet. Si on ajoute par exemple les deux transitions suivantes, la transition A de l'état 2 vers l'état 2 et la transition B de l'état 2 vers l'état 2, maintenant cet automate est complètement défini. Un automate fini déterministe, DFA. Un automate ou diagramme de transition est dit déterministe par rapport à un alphabet donné si et seulement si il est complètement défini et non ambigu. À l'exemple ici, nous avons le 1, deux transitions, A et B, donc ça ne cause pas de problème pour le DFA. Ce qu'on doit avoir, c'est pour chaque état, il y a une seule transition par symbole de l'alphabet. Dans le 2, par exemple, j'ai pas la transition A, j'ai pas la transition B, donc il n'est pas complètement défini, ce qui veut dire que c'est pas un DFA. Pour le 3, j'ai pas le B, donc il n'est pas complètement défini à cause du 2 et à cause du 3 aussi, ce qui veut dire que il n'est pas déterministe. Pour rendre déterministe un diagramme de transition qui est déjà non ambigu, on peut procéder comme suit. On ajoute un état non final, on l'appelle état poubelle au diagramme. Pour chaque symbole de l'alphabet, on ajoute un arc qui part de l'état poubelle et qui se rend à ce même état. On ajoute des arcs qui partent des autres états et qui se rendent à l'état poubelle jusqu'à ce que le diagramme de transition soit complètement défini. Si on prend l'exemple suivant, d'abord, il n'est pas ambigu, il n'y a pas deux transitions qui sortent d'un état avec le même symbole de l'alphabet, et il n'est pas complètement défini à cause du 2 et à cause du 3. Donc, il est non ambigu et il n'est pas complètement défini. Maintenant, pour le rendre déterministe, le premier point, on ajoute un état poubelle qui n'a pas une influence sur l'automate. Deuxième point, on ajoute les transitions à partir de cet état poubelle vers l'état poubelle avec tous les symboles de l'alphabet. Donc la transition A ou la transition B. Et le troisième point, c'est qu'on ajoute ce qui manque. Donc du 2, ça manquait la transition A et B, on les ajoute vers l'état poubelle. Et du 3, manquait la transition B, on l'ajoute vers l'état poubelle. Cet automate, donc, est un automate non ambigu et complètement défini. Ce qui veut dire que c'est un automate déterministe. Maintenant, les automates finis non déterministes, NFA. Un automate ou diagramme de transition avec un alphabet sigma est dit non déterministe si, pour un symbole S qui appartient à sigma, on ne peut pas déterminer le prochain état à partir d'un état E. Ce qui veut dire aussi que, à partir d'un état E, il existe plusieurs transitions avec le même symbole S. Si on vient à l'exemple ici, l'état 1 par exemple, nous avons une seule transition A, une seule transition B, donc on n'a pas de problème avec le 1. Pour le 2, nous n'avons pas de transition, mais on peut ajouter l'état poubelle et avoir toutes les transitions vers cet état poubelle, donc il ne va pas nous créer de problème. Par contre, le 3 ici, il va nous créer un problème, parce que il a déjà une première transition A de 3 vers 3, et il a une deuxième transition A de 3 vers 2. Donc si je suis dans l'état 3 et je reçois le symbole A, je ne saurais pas c'est quoi le prochain état. Est-ce que c'est 3 ou est-ce que c'est 2? C'est pour ça qu'on l'appelle non déterministe. Donc cet automate, il est non déterministe à cause de l'état 3. Dans cette section, on va voir les différentes représentations d'un DFA. Un automate fini déterministe DFA est représenté par un quintuple de la forme S, sigma, delta, iota, F, où S est un ensemble fini d'états,
Sigma est l'alphabet de l'automate, c'est un ensemble fini. Delta est une fonction appelée fonction de transition. Iota est l'état initial. F est l'ensemble des états finaux qui est inclus dans l'ensemble des états. On prend par exemple le quintuple suivant. Nous avons ABC, ABC, delta, A et AB. Et nous avons delta qui est défini comme la transition de A à partir de A et B, la transition de B à partir de A et C, la transition C à partir de A et A, la transition A à partir de B et A, la transition B à partir de B et B, la transition C à partir de B et C, la transition A à partir de C et A, la transition B à partir de C et B, et la transition C à partir de C et C. Donc, on peut lire ce quintuple comme suit. L'ensemble d'états est A, B, C majuscule. L'alphabet sigma est A, B, C minuscule. La fonction de transition, par exemple la transition A à partir de A et B, est etc. Et l'état initial est A et l'ensemble des états finaux est A, B. Le diagramme de transition de cet automate est le suivant. Donc nous avons A, B, C, l'ensemble des états. Et de A, nous avons la transition A qui va vers B. De A, la transition A va vers B. De A, la transition B va vers C. Donc de A, la transition B va vers C. De A, la transition C va vers A. Donc ça, c'est la transition C, et etc. Dans le cas où il y a au plus une transition étiquetée T qui quitte un état S, on peut construire une représentation tabulaire de ce diagramme. Cette représentation pourra être utilisée par un algorithme de reconnaissance de mots. Si on prend l'exemple suivant, on veut au plus une transition étiquetée T qui quitte un état S. Donc pour le 1 par exemple, il y a le A qui sort, c'est le seul, donc il n'y a pas de problème avec le 1. Par contre, avec le 2, ici nous avons une étiquette B qui sort vers le 1 et nous avons aussi une transition étiquetée B qui sort vers le 4. Donc cet exemple ne respecte pas la condition. Une table de transition associée à un diagramme de transition est une matrice à deux dimensions telle que la matrice a une ligne pour chaque état du diagramme. La matrice a une colonne pour chaque symbole utilisé comme étiquette d'un arc du diagramme. L'entrée de la nème ligne et de la mème colonne est l'état atteint en quittant l'état N par l'arc M. Si un tel état n'existe pas, l'entrée contient le mot erreur. On ajoute une colonne indicée par le caractère spécial de fin de séquence, fin. Une entrée de cette colonne est le mot accepté si l'état de la ligne en question correspond à un état final. Sinon, erreur. Voici un diagramme de transition et la table de transition qui lui est associée. Donc si on prend par exemple ce diagramme de transition, on veut construire la table de transition. Le premier point, on a dit, c'est pour chaque ligne, on va mettre un état. Donc, les états qui existent, c'est 1, 2 et 3. Maintenant, pour chaque colonne, on met les transitions. Donc, la transition lettre et la transition chiffre. Et on commence à remplir les cases selon les transitions. Ça veut dire, si on quitte le 1 avec lettre, on quitte le 1 avec lettre, donc on va être à l'état 3. Si on quitte 1
avec le symbole chiffre, donc on va être dans l'état 2. Maintenant, dans l'état 2, il n'y a aucune transition, donc on va avoir erreur et erreur. Dans l'état 3, si on quitte l'état 3 avec le symbole de l'alphabet lettre, donc on va être toujours dans 3. Si on quitte 3 avec chiffre, on va être dans 3. Maintenant, on ajoute la colonne fin. Dans cette colonne, on va mettre accepté dans les états finaux, ça veut dire 3, et on va mettre erreur dans les autres états. Donc pour l'état 1, c'est erreur, puisque c'est pas un état final. Pour 2, aussi erreur, puisque c'est pas un état final. Et pour 3, c'est accepté, parce qu'on termine dans un état final. On vient de créer la table de transition de ce diagramme de transition. Alors, juste une astuce, comment savoir si un automate est complètement défini à partir de la table de transition? C'est simple, il suffit de vérifier si la table de transition, excepté la colonne fin, ne comporte pas d'erreur. Dans cette section, on va voir comment utiliser les automates pour la reconnaissance d'un mot, voir s'il appartient ou pas à un langage. Reconnaître un mot par un automate. L'automate fini déterministe M qui est défini par S, sigma, delta, iota, F accepte ou reconnaît un mot, ça veut dire une séquence de x1 jusqu'à xn, si et seulement si il y a une séquence d'états de S0 jusqu'à Sn tel que le S0 doit être iota, l'état initial, et Sn doit appartenir aux états finaux. Et pour tout j de 1 jusqu'à n, si on est dans un état Sj-1 et on lit un x j, on va trouver l'état suivant, l'état prochain va être Sj. Autrement dit, un automate accepte une séquence de symboles si et seulement si la séquence lue de gauche à droite correspond à une suite d'arcs allant de l'état initial, iota, à un état final qui appartient à f. Dans le cas contraire, on dit que l'automate rejette la séquence. Soit M un automate fini déterministe qui a pour alphabet sigma, Lm est l'ensemble de toutes les séquences de symboles reconnues par l'automate M. Nous dirons que Lm est le langage reconnu ou accepté par l'automate fini M. Si on prend par exemple l'automate suivant, l'alphabet qu'on a utilisé c'est 0, 1, 2, les chiffres jusqu'à 9, et nous avons le C, c'est lui qui représente ces chiffres. Nous avons aussi le point. Avec un chiffre, on va changer d'état, ou avec un point, on va changer d'état. Maintenant, on veut vérifier est-ce que 1, 2, 3, 4, 5, est-ce que cette séquence, elle appartient à l'automate? Donc, on va commencer par 1, 2, 3, 4, 5. On a dit qu'on va lire les séquences de gauche à droite et on est toujours dans l'état initial. Donc, nous sommes dans l'état initial. On va lire un 1. 1, c'est un chiffre, donc le C. Donc, 0 avec un 1, je vais être dans l'état 1. Donc, le nouvel état maintenant, c'est 1. Nous avons déjà lu 1. Maintenant, nous allons lire 2. Nous sommes dans 1 et on lit 2. 2, c'est un chiffre, ça veut dire on va rester dans 1. Après ça, on va lire 3. Nous sommes toujours dans 1. On va lire 3, c'est un chiffre, donc on va rester dans 1. Après ça, nous allons lire un point. Je suis dans 1, je lis un point, donc maintenant je suis dans le 2. Je lis maintenant le 4.
je suis dans le 2, je lis 4. 4, c'est un chiffre, donc maintenant je suis dans le 3. Donc le nouvel état, ça va être le 3. Maintenant, je lis le 5, je suis dans le 3, et je lis le 5, c'est un chiffre, donc je reste dans le 3, et voilà, j'ai tout lu. Je vais lire le mot fin, le caractère de fin, comme quoi la séquence elle est terminée. Et maintenant, comme je suis dans un état final, j'ai commencé un état initial, j'ai lu tous les caractères de gauche à droite, un après l'autre, et je termine dans un état final. Donc, cet automate, il va reconnaître, il va accepter 1, 2, 3, 4, 5. Un autre exemple, maintenant avec 88.0. Donc, je suis toujours dans l'état initial, l'état 0, et je vais lire un 8. 8, c'est un chiffre, donc le nouvel état, ça va être 1. Je vais lire un deuxième 8, je suis dans le 1, je lis un 8, donc je vais rester un chiffre, je vais rester dans le 1. Maintenant, je vais lire le point. Je suis dans le 1, je lis le point, je vais aller vers le 2. Donc maintenant, je suis dans le 2. Je vais lire un 0, je suis dans le 2, je lis un 0 qui est un chiffre. Je vais être maintenant dans le 3. Donc là, je suis dans le 3 et je vais lire un point. Je suis dans le 3, je lis un point et je vais terminer dans le 4. Il y a plus, je vais lire le caractère de fin, donc il n'y a plus de caractère dans la séquence. J'ai terminé. J'ai commencé à l'état 0, l'état initial. J'ai terminé à l'état 4. 4 n'est pas un état final. Donc, cet automate ne reconnaît pas 88.0 points. Juste une astuce. Quand est-ce que la séquence vide sera acceptée par un automate? Je dois commencer à l'état initial et je dois finir à l'état final. Et c'est une séquence vide, je vais rien lire. Ça veut dire que pour accepter la chaîne vide, il faut que l'état initial soit aussi un état final. Maintenant, pour un humain, c'est facile de suivre le diagramme de transition pour savoir si elle est acceptée ou pas par le diagramme de transition. Par contre, pour une machine, c'est un peu plus difficile. C'est pour ça que on va utiliser la table de transition pour reconnaître un mot. C'est ce qu'on appelle l'analyseur lexical. Ce que fait l'analyseur lexical, l'algorithme, c'est que à la première étape, on va ajouter un caractère de fin. Ici, on va écrire juste fin à la fin de la séquence. Et après ça, on va être à l'état initial, l'état 1. Et après ça, on va lire de gauche à droite le premier caractère, on va le mettre dans une variable symbole et on va faire un switch. Si le symbole, dans cet exemple-là, il peut être juste une lettre ou un chiffre, donc si c'est une lettre dans la variable lu, je vais mettre lettre. Si c'est un chiffre dans la variable lu, je vais mettre chiffre. Si c'est le caractère de fin qu'on a ajouté à la fin, je vais mettre dans lu fin. C'est comme ça que je vais savoir que j'ai tout lu et que je suis à la fin de la séquence. Sinon, s'il y a autre chose, quelque chose qui n'existe pas, je vais mettre erreur. Donc maintenant, si état est différent de erreur, ça veut dire j'ai lu soit une lettre, soit chiffre, soit fin. Alors je vais aller lire état table, état lu. Par exemple, je suis dans l'état 1. Le état va contenir 2 si l'état est 1 et le lu contient chiffre. Et je vais répéter ça jusqu'à ce que l'état va être soit erreur, soit accepté. Donc l'erreur, ça peut venir d'ici ou de cette colonne. Donc ça, c'est ma condition de fin. Pour mieux comprendre, on va voir un exemple. Donc le mot que j'ai choisi, c'est A7B. La première étape, c'est dans mot, on va mettre A7B plus le caractère de fin. Ici, on va écrire fin. L'état 1, je suis à l'état initial. Ici, l'état initial, c'est 1. Donc, l'état en cours, c'est 1. Maintenant, lire le symbole suivant et le mettre dans symbole. Donc, symbole va contenir le premier caractère à gauche, ça veut dire le A. Dans le cas où symbole est, si c'est une lettre, c'est lettre puisque c'est là. Donc, lu va contenir lettre. Maintenant, si état est différent de erreur, oui, l'état en cours c'est 1, alors état c'est table, état, lu. Donc, l'état c'est 1, lu c'est lettre, donc 1 lettre, ça va être 3. Donc, l'état en cours maintenant c'est
3. Est-ce que état contient accepté ou erreur? Non. Donc, je vais boucler, lire le symbole suivant et le mettre dans symbole. Ça veut dire je vais lire 7. Donc, symbole va contenir maintenant 7. 7, est-ce que c'est une lettre ou un chiffre? 7, c'est un chiffre, ça veut dire lu va contenir chiffre. Maintenant, est-ce que état est différent de erreur? Oui. Alors, état, c'est table, état, lu. Ça veut dire l'état en cours, c'est 3, et lu, c'est chiffre. 3, chiffre, c'est toujours 3, donc l'état en cours est toujours 3. Est-ce que état est différent de accepté et différent de erreur? Oui. Alors, on va boucler, lire le symbole suivant. Le symbole suivant, c'est B. Donc, symbole va contenir B. Maintenant, état, table, puisque état est différent de erreur, état, table, état, lu. Donc, l'état, c'est 3. Et lu, c'est lettre. Donc, 3 lettres, c'est toujours 3. Donc, je vais rester toujours dans l'état 3. L'état est différent de accepter et différent de erreur. Je vais boucler, donc lire le symbole suivant. Le symbole suivant, c'est fin. Donc, symbole va contenir fin. Ici, quand symbole est fin, lu va contenir fin. Est-ce que état, qui est 3, est-ce qu'il est différent de erreur? Oui. Donc, état égale table, état, lu. Donc, je suis dans l'état 3. Lu, c'est fin. Donc, je suis dans fin. 3, fin. Je vais avoir accepté. Et je vais accepter le mot A7B. Dans cette section, on va voir les automates finis versus expressions régulières. Tout langage régulier est reconnu par un automate fini. Or, un langage régulier est défini par une expression régulière. Alors, est-ce qu'il existe un moyen de générer un automate à partir d'une expression régulière? Pour construire un automate à partir d'une expression régulière, on va utiliser la construction de Thomson qui est basée sur la récursivité des expressions régulières. La construction récursive de l'automate commence par décomposer l'expression régulière en expressions plus petites, puis de regrouper les automates correspondant à ces expressions plus petites. Quelques définitions. On appelle epsilon transition une transition d'un état à un autre par le symbole epsilon. Pour une expression régulière S, on note AS un automate reconnaissant S. Un automate reconnaissant la chaîne vide est le suivant. Un état initial, epsilon, vers un état final. Un automate reconnaissant la lettre A, un symbole de l'alphabet, donc un état initial A vers l'état final. Soit R et S, deux expressions régulières. Maintenant, on veut construire l'automate RS. On construit l'automate de R, qui est AR, et on construit l'automate de S, qui est AS, et on va regrouper les deux. Donc, ARS s'obtient en joignant tous les états terminaux de AR à l'état initial de AS par une epsilon transition. Nous avions le AR et à partir des états finaux, on va faire un epsilon vers l'état initial de AS. Attention, les états terminaux de AR ne sont plus terminaux parce qu'on doit terminer dans les états terminaux de S. L'état initial de AS n'est plus un état initial parce qu'on doit commencer, l'état initial doit être celui de AR. L'état initial ARS est l'état initial de AR. Un exemple. Donc, si AR est celui-là et AS est l'automate suivant, alors maintenant on veut ARS. Donc, on prend le premier et on fait un epsilon vers le deuxième.
et le deuxième n'est plus un état initial et le dernier ici, l'état final, n'est plus un état final. Et on obtient ARS. Maintenant, pour la construction de R ou S. R ou S. Toujours, on construit l'automate R, on construit AS, et après ça, A, R ou S s'obtient en créant un nouvel état initial et une relation epsilon vers AR ou une relation epsilon vers AS. Les états initiaux de AR et AS ne sont plus des états initiaux. Ici, c'est plus des états initiaux. Et les états finaux de ARS sont la combinaison des états finaux de AR et de AS. Donc, ils sont tous des états finaux. Et ici, c'est plus des états initiaux, c'est lui l'état initial. Un exemple. Toujours, on prend AR, on prend AS. On crée un nouvel état initial et avec une relation epsilon vers AR, sachant que l'état initial n'est plus un état initial, et un epsilon vers AS, sachant que son état initial n'est plus un état initial, et les états finaux, il reste des états finaux. Maintenant, la construction de R étoile. Donc, construire l'automate de R, et après ça, AR étoile s'obtient en mettant une epsilon transition de chaque état terminal de AR vers son état initial. Donc, de AR des états finaux, on revient vers l'état initial avec une relation epsilon, transition epsilon. Un exemple, donc AR est le suivant. Donc, si on veut AR étoile, on prend une relation epsilon et on la remet vers l'état initial. Il faut juste préciser que les automates générés à partir d'une expression régulière ne sont pas toujours déterministes. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir plusieurs epsilon transitions qui peuvent partir d'un même état. Donc, on va voir comment transformer un tel automate en automate déterministe. Maintenant, on va voir comment transformer un NFA à un DFA. Soit A un automate non déterministe. Pour transformer A en automate déterministe, on suit les étapes suivantes. On construit la table de transition de A, sachant que une cellule donnée peut contenir plus d'un état. C'est normal puisque c'est un NFA. Plusieurs transitions peuvent sortir d'un état avec le même symbole. Pour chaque combinaison d'états de la table de transition, on génère une nouvelle ligne dans la table avec un état qui est la combinaison des états de la cellule en question. On complète chaque nouvelle ligne en combinant les lignes des états composant le nouvel état, sachant que si une cellule contient erreur et on la combine avec une cellule qui comporte des états, la nouvelle cellule va comporter les mêmes états. Et si la cellule contient erreur et on la combine avec une cellule qui contient accepté, la cellule va contenir accepté. On va répéter l'étape 2 et 3 tant qu'il y a de nouvelles combinaisons d'états qui apparaissent dans la table de transition. Quand la table de transition est créée, on va générer un automate à partir de cette nouvelle table. Dernière étape, on réduit l'automate résultant. La réduction de l'automate se fait comme suit. Si un état n'est pas joignable, qu'on appelle état puis, alors il est supprimé. On ne peut pas accéder de toute façon à cet état parce qu'il n'y a aucune flèche qui va vers cet état. Attention, même l'état initial, on a une petite flèche qui rentre dans cet état. Les états liés par les epsilon transitions sont fusionnés. Si un de ces états est final, l'état résultant est final. Si un de ces résultats est initial, l'état résultant est initial. Un arc qui entre à un de ces états devient un arc entrant à l'état généré,
et un arc qui sort de ces états devient un arc sortant de l'état généré. On peut renommer l'état résultant. On précise que pour nous, le nom des états n'est pas important, donc on peut changer le nom de n'importe quel état. Un exemple pour mieux comprendre la transformation d'un NFA vers un DFA. Donc ici, on prend un exemple où l'état initial est l'état 1. Nous avons deux transitions qui sortent de 1, epsilon, qui fait de lui un NFA. Et nous avons aussi dans le cas deux transitions B qui sortent du 4, qui font aussi de lui un NFA. Nous avons deux états finaux, sont le 3 et le 5. Donc, on va suivre les étapes une par une pour transformer ce NFA en DFA. Donc l'étape 1, c'est construire la table de transition de A, sachant qu'une cellule donnée peut contenir plus d'un état. Et c'est le cas ici pour le 4. Donc, on met tous les états de 1 à 5 et on met les symboles de l'alphabet, epsilon A, B, on ajoute la colonne fin. Et par exemple, à partir du 1, si on rencontre epsilon, on va tomber dans l'état 2, mais aussi, à partir de 1, on rencontre epsilon, on va tomber dans le 4, on écrit 2,4. On remplit de la même façon, si on est dans l'état 4, et avec la transition B, on va tomber vers 5 et 3, donc on écrit 5,3. Maintenant, pour chaque combinaison d'états de la table de transition, on génère une nouvelle ligne et on remplit la ligne. Ici, nous avions un 2, 4 et on va avoir une nouvelle ligne avec l'état 2, 4. Et on applique les règles ici pour remplir. Donc, dans 2, on avait erreur et dans 4, erreur. Donc, 2, 4, il va y avoir erreur avec epsilon. Dans 2, j'avais 3. Avec 4, j'avais erreur. 3 et erreur, je vais avoir 3. Donc, j'applique juste les règles de 3. Dans 2 aussi, avec B, nous avons erreur. 4 avec B, nous avons 5, 3. Donc, nous allons avoir 5, 3. Une autre ligne qui est 5, 3. Donc, elle est déjà ici. 5, 3, donc le 3 erreur. 5 erreur, on va avoir dans 5, 3 erreur. 3 erreurs, 5 erreurs, donc 3, 5 erreurs. Et 3, 3, 5 erreurs, 3 et 5, on va avoir 3. Aussi, dans 3, j'ai accepté. Dans 5, j'ai accepté. Donc 3, 5 va être accepté. Et tout à l'heure, pour le 2 et 4, j'ai 2 erreurs et 4 erreurs. Donc 2, 4, c'est erreur. Donc de cette façon, je remplis la table de transition. S'il y a une nouvelle transition qui apparaît ici, on va l'ajouter comme ligne. Donc la cinquième étape, c'est générer un automate à partir de la nouvelle table de transition. C'est la nouvelle table de transition. On va générer un automate. On prend tous les états et on applique les transitions. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Donc l'état 1, ça va aller avec epsilon vers 2, 4. Donc 1 avec epsilon, il va aller dans 2, 4. 2, 4 avec epsilon, c'est une erreur, donc on fait rien. Avec A, ça donne 3, donc avec A, ça va aller à 3, et on crée notre automate. La dernière étape, donc, est la réduction de l'automate résultant. L'automate qu'on avait eu, c'est celui-là. Donc on enlève les états puis, donc on a enlevé l'état 2, l'état 4, l'état 5. Après ça, on fusionne là où il y a epsilon, donc 1, epsilon de 4, ça va donner 1, 2, 4. Et on obtient finalement le DFA. Juste on a renommé 1, 2, 4, on l'a nommé 1. Lui, on l'a nommé 2. Et le dernier, on l'a nommé 3. On avait dit que pour nous, c'est pas important les noms des états. Le plus important, c'est que à partir des deux, on va accepter les mêmes séquences. Par exemple ici, ce qu'on va accepter, c'est A, il termine dans un état final, A, il termine dans un état final, A plusieurs B, donc A plusieurs B,
Sinon, B, donc B, ça se termine dans un état final, ou B, plusieurs B, donc B, plusieurs B, ça se termine dans un état final. Donc on voit que les deux acceptent les mêmes séquences. Quand je parle de cet automate autant que DFA, ça veut dire déterministe, on sait bien qu'il ne l'est pas à cause qu'il n'est pas complètement défini, mais généralement on va s'arrêter ici parce que c'est très facile de le rendre complètement défini, de le rendre déterministe. On ajoute juste un état poubelle comme ce qu'on avait vu avant. Donc on ajoute un état poubelle et on ajoute les transitions qui manquent. Lui manquait le A, lui aussi, lui manquait le A, et on ajoute le AB pour l'état poubelle. Donc, dans ce cours, si je m'arrête à ce niveau, c'est parce que il est simple d'aller vers un DFA. La dernière partie du cours est comment minimiser un DFA. La minimisation d'un DFA permet d'obtenir la version minimale du DFA composée du nombre minimal d'états. Différentes méthodes sont utilisées pour la minimisation. La méthode de partitionnement consiste à créer des ensembles d'états équivalents et de créer le DFA à partir de ces états. On dit que deux états sont équivalents si leurs états de transition, selon chaque symbole, sont dans le même ensemble d'états. La méthode de partitionnement est composée de 3 étapes. Premièrement, on crée ce qu'on appelle le zéro équivalence. Ça veut dire on divise les états sur 2 ensembles, un ensemble pour les états finaux et un ensemble pour les autres. Après ça, on passe au 1 équivalence, 2 équivalences, etc. jusqu'à n équivalences. Donc, ce qu'on fait, c'est que on teste chaque paire d'états de chaque ensemble si elles sont équivalentes ou pas. Si les deux états, on va dire A et B, ne sont pas équivalentes, alors on met l'une d'elles dans un nouvel ensemble à n plus 1 équivalence. Ça veut dire si on était à 0 équivalence et A et B n'étaient pas équivalentes, alors dans 1 équivalence, on va mettre le A dans un ensemble et le B dans un autre ensemble. Si A et B sont équivalentes et on veut tester le C, il suffit de le tester juste avec A ou avec B, c'est pas la peine de le tester avec les deux. Et la condition d'arrêt, on s'arrête quand les ensembles ne changent plus. On va voir un exemple pour mieux comprendre la méthode de partitionnement. Donc, ici, c'est notre DFA. On voit qu'il est composé de 1, 2, 3, 4, 5 états. Donc, ce qu'on veut, c'est minimiser ce DFA, qu'il soit composé de moins d'états que les 5 ici. Donc, la première chose, c'est qu'on va créer la table de transition. Nous avons le A comme état initial et le E comme état final. Et on crée la table de transition. Maintenant, on crée le zéro équivalence. On a dit que zéro équivalence, c'est 2 ensembles. L'un pour les états finaux, c'est le E, et un pour tout le reste, pour les autres états, ceux qui ne sont pas finaux. Maintenant, on va tester le A et le B pour voir s'ils sont équivalentes. Donc, le A avec 0, il termine dans B. Le B avec 0, il termine dans B, c'est le même, donc ils sont équivalentes. A avec le 1, c'est le C, et le B avec le 1, c'est le D. Donc, on va voir si le C et D sont dans le même ensemble, C et D dans le même ensemble, donc A et B sont équivalents. Maintenant, on va prendre le C, on va le comparer avec le B, juste parce qu'il est plus proche, on peut aussi le comparer avec le A. Donc, B est 0B, C est 0B, donc jusqu'à présent, ils sont équivalentes. B est 1, c'est D, C est 1, c'est C. Ce qu'il faut voir, est-ce que D et C sont dans le même ensemble? D et C sont dans le même ensemble, donc C est équivalent à A et B. Maintenant, il reste le D, donc on va le comparer avec le C. C0B, D0B, donc ici, il n'y a pas de problème. C1, C, mais D1, E. Est-ce que C et E sont dans le même ensemble? C, il est dans le premier ensemble, E dans le deuxième ensemble, donc D
n'est pas équivalent au C. Bien sûr, au B aussi et au A. Donc, dans un équivalence, on va les diviser. Donc, on a trouvé que A, B, C étaient équivalentes, mais le D n'était pas équivalent, donc on le met dans un autre ensemble. Maintenant, le D, il est dans cet ensemble-là. On va refaire la même chose jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de nouvel ensemble qui s'ajoute. Maintenant, on refait pour le AB. A0B, B0B, donc, jusqu'à présent, sont équivalentes. A1C et B1D, donc CD, C et D ne sont pas dans le même ensemble, donc il faut passer à deux équivalences et on va laisser AC et on sort le B, parce qu'il n'était pas équivalent au A. Maintenant, on refait la même chose, on a juste le A et C, on va voir s'ils sont équivalentes. A0B, C0B, A1C, C1C. Donc, bien sûr, A et C sont équivalentes. Il n'y a plus de paire d'états à tester puisque les autres ensembles ils contiennent juste un seul état. Et le 3 équivalences est le même que 2 équivalences. C'est notre condition d'arrêt. Maintenant, on crée le nouveau diagramme de transition en se basant sur les ensembles d'états suivants. On va avoir le AC, puisque A est T initial, donc le AC est initial. Et on va appliquer A avec 1, c'est C, donc avec 1, il va revenir sur C, ça veut dire sur AC. Et C avec 1, c'est C, donc C avec 1, c'est C. A avec 0, c'est B, donc A avec 0, c'est B. Nous avons C avec 0, c'est B, C avec 0, c'est B. Donc, maintenant, nous avons juste 4 états. Et si il y a une séquence qui appartient à lui, bien sûr, elle va appartenir à lui. On sait bien que le nom des états, on peut changer le AC, on peut le nommer F, ce que vous voulez. Le plus important, c'est avoir ce diagramme comme ça.